Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant une heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui c'est Florian Philippot, le porte-parole de Marine Le Pen et vice-président du Front National qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zap Élysée, c'est le premier zapping politique de la journée et des matinales d'info. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires. Depuis qu'il a annoncé vouloir maintenir sa candidature malgré une éventuelle mise en examen, François Fillon fait face à des défections en série dans son camp. Georges Fenech, le député qui a déjà mené une début de fronde avant de rentrer dans le rang courant février, ne digère pas la décision du candidat de la droite. Il ressuscite ainsi la thèse du plan B, appelle à parrainer Alain Juppé. Bertrand Frachon pour Télé Lyon Métropole. L'appel de Georges Fenech pour une candidature Juppé à la présidentielle. Selon le député du Rhône que nous avons pu joindre par téléphone ce matin, le meilleur plan B face au Penelope Gate qui plombe François Fillon, ce serait Alain Juppé. Vrai candidat, non pas de substitution, mais le vrai recours dans cette situation, c'est celui qui a déjà l'expérience de l'exercice du pouvoir, l'ancien Premier ministre, qui a été le patron de notre famille politique, qui exerce une autorité morale, une autorité, je dirais, de tutelle sur l'ensemble de la famille politique. C'est le seul qui peut réunir à nouveau la droite et le centre. Je suis convaincu que l'UDI reviendra vite dans la course présidentielle si Alain Juppé reprenait le flambeau. Alain Juppé, auquel Georges Fenech voudrait même réserver aujourd'hui des parrainages. À titre conservatoire, moi je lance un appel à tous les élus et à ceux que je connais d'abord dans le département du Rhône, qu'ils soient conseillers départementaux, maires, conseillers régionaux, conseillers métropolitains, députés, mes collègues, sénateurs. Il faut adresser son parrainage aujourd'hui à Alain Juppé. François Fillon a déjà les siens, quoi qu'il arrive. Mais il nous faut, à titre conservatoire et en solution de recours, pouvoir adresser nos parrainages au Conseil constitutionnel. La première préoccupation des Français, c'est l'emploi, vous le savez. Direction les Hauts-de-France avec un retour sur les annonces du groupe Auchan. La direction générale du distributeur nordiste a présenté son plan de réorganisation en France. 1,3 milliard d'investissements, 300 emplois créés, mais des suppressions de postes aussi. Caroline Fichten pour WEO TV dans le Nord. 300 emplois créés en magasin chez Auchan, mais des suppressions dans les fonctions support. C'est ce qu'a annoncé ce matin le président d'Auchan Retail France lors d'une conférence de presse. On crée principalement bien sûr des emplois en magasin. Il n'y a pas de changement dans les réseaux au niveau de l'animation commerciale. Et il y aura une mutualisation des services d'appui. Des services d'appui, c'est-à-dire la finance, l'administration, le juridique, peut-être les achats. Principalement, c'est des métiers de back-office. Côté syndical, les 300 postes créés, c'est positif, certes, mais rapporté à l'échelle du groupe et au turnover important, ça n'est pas non plus l'explosion. Les craintes, elles, sont présentes concernant les postes qui seront supprimés. Si vous rapportez 300 emplois équivalents temps plein, j'espère équivalents temps plein d'ailleurs, sur ce périmètre-là, par rapport au turnover annuel, c'est pas énorme. Ceci dit, ça a le mérite d'être plutôt positif. Aujourd'hui, se dire que les services d'appui vont être modifiés, on va gérer un siège unique sur Villeneuve-d'Ascq, c'est une chose. Derrière, est-ce que ça va être porteur, est-ce que ça va permettre de définir des qualités et de la valeur ajoutée? Je n'en sais rien. Je ne peux pas m'avancer sur le sujet. Le groupe Auchan, qui a présenté son projet de développement, prévoit 1,3 milliard d'investissements. L'entreprise de demain mise sur le digital et le physique. On a prévu d'investir 10% de nos budgets sur le digital et on a ouvert le premier magasin Figital, Maille Auchan, sur Paris, à rue Vaugirard. Figital, c'est quoi? C'est physique et digital. Et donc le client peut avoir le service du digital et aussi le magasin de proximité en dessous de sa maison. Pour rappel, Auchan, c'est 13 000 salariés dans la région. Cette semaine, vous le savez, c'était le salon de l'agriculture dans l'actualité. Focus sur l'interprofession de la filière viande qui a créé un stand sur mesure destiné à informer les visiteurs sur les divers métiers qui la composent. Les différents maillons de la filière y sont représentés dans un film à 180 degrés et certains des métiers mis en avant sont représentés sur place. Un reportage des équipes de Campagne TV, notre partenaire.
Un voyage au cœur de la filière, voilà ce que propose l'interprofession de la viande aux visiteurs du Salon de l'Agriculture de cette année. Les plus curieux sont invités à découvrir les différents maillons de la filière grâce à un film à 180 degrés qui passe en revue l'ensemble des métiers, du commerçant en bestiaux à celui de boucher, en passant bien sûr par celui d'éleveur, ainsi que par l'étape de la transformation. Des professionnels de la filière sont également présents sur le stand afin de répondre à toutes les questions du public. On a décidé de faire une animation en effet très pédagogique, très visuelle, très percutante aussi, pour pouvoir justement expliquer tous les maillons de cette filière à travers un film qui se déroule à 180 degrés pour vraiment une immersion dans cette filière, que ce soit dans les élevages, que ce soit dans nos outils de transformation et aussi notre distribution et le plat à la fin qui est cuisiné par des chefs. L'objectif, c'est qu'ils sachent et qu'ils comprennent comment ça se passe. Exactement comment ça se passe. On n'est pas là pour lui vendre du rêve, c'est la réalité. Et on veut qu'ils prennent conscience que c'est la réalité de notre filière au jour d'aujourd'hui en France. Une animation qui plaît aux grands comme aux tout petits, ravis des séances de 10 minutes qui leur sont proposées dans le cinéma immersif. C'est intéressant, ça montre un peu, notamment surtout les gens de la ville, comment marche la filière, on va dire, de l'éleveur à la consommation directe. On comprend tout le principe, la réglementation un petit peu. On voit un petit peu la qualité sanitaire qui est tenue, assez stricte. En voyant comment c'est préparé et en voyant la bonne viande, on a bien envie d'en manger plus, quoi. Ce qui est un peu nouveau, c'est un peu l'intérieur de l'abattoir, l'intérieur d'un abattoir, parce que c'est pas tous les jours qu'on rentre dans un abattoir, voire jamais. Je pense que ça peut intéresser peut-être aussi des enfants, pour savoir un petit peu, quand ça arrive dans leur assiette, d'où c'est parti. L'interprofession espère par ce moyen renseigner les visiteurs du Salon de l'Agriculture sur ces différents métiers et leur donner la possibilité de juger par eux-mêmes de la manière dont ils s'exercent. On part maintenant dans les Côtes d'Armor, à Trégon, une ville de 315 habitants qui compte, 7 caméras de surveillance. La raison, les nombreux cambriolages qui ont touché le seul commerce de la commune. Des explications de Mathilde Kellener et de Julie Sicot pour TBO, Tellier Bretagne Ouest. Sur la mairie, sur le parking, sur le restaurant, en tout 7 caméras ont été installées dans un bourg de 315 habitants. L'entreprise chargée de l'installation n'en revient pas. Ils ont été appelés par le maire délégué après de multiples cambriolages. Ici c'est un cas très extrême. C'est un cas extrême, oui, parce que 3 fois en quelques mois, c'est très rare. C'est très rare. Oui. Les 3 cambriolages en 3 mois ont touché le tout nouveau bar-tabac-restaurant. À chaque fois, ce sont les cigarettes qui ont été dérobées. Aujourd'hui, je me sens un peu plus rassurée forcément. On n'est jamais sûr de rien, mais bon, vu ce que la commune a mis en place à l'extérieur, et moi donc j'ai mis en place aussi un système de sécurité, de surveillance à l'intérieur de mon bar, qui m'a coûté quand même 17 000 €. Des caméras qui étaient présentes lors du dernier cambriolage, mais elles n'ont pas permis de retrouver les malfaiteurs. Pourtant, le maire délégué reste convaincu de l'utilité de ce dispositif qui a coûté 8 000 €. On a vu les cambrioleurs, mais cagoulés, gantés, tout ce qu'on veut. Et la voiture, on n'a pas vu les plaques. Il n'y a pas assez d'éclairage. C'est pas, ça va pas servir, c'est pas efficace à 100%, mais je dirais que ça, à 90%, ça doit limiter quand même. Depuis, l'éclairage public reste allumé toute la nuit autour du commerce. Pour ce maire délégué, toutes les mesures ont été prises pour conserver le seul et tout nouveau commerce de son bourg. Vous le savez, la question de l'érosion des côtes concerne de très nombreux territoires. Après chaque tempête, comme celle qui a frappé la Gironde ces derniers jours, la question de l'érosion du littoral aquitain fait les gros titres de l'actualité. L'érosion se traduit par un recul du trait de côte. En moyenne, en Gironde, le littoral recule de 2 mètres à 2,50 m par an, avec bien sûr des endroits plus touchés que d'autres. Exemple sur la plage du Petit Nice à la Teste de Buc. Sandrine Mancipose pour TV7 en Gironde. Impossible ici de ne pas appréhender la fragilité du littoral. Sur la plage du Petit Nice, le trait de côte peut reculer jusqu'à 5 mètres par an en raison de la dynamique des passes du bassin d'Arcachon. Ce matin, la plage porte les stigmates des dernières marées. Déjà, ce que j'observe à l'œil, c'est qu'il y a beaucoup de blocs épars sur la plage qui montrent qu'il y a une érosion importante là, qui est arrivée au cours des dernières marées. Donc là, on a perdu à peu près 50 cm de sable sur ce point-là en particulier, qui est dû à l'effet de la tempête qu'on a connue hier et avant-hier. Bon, c'est pas catastrophique, hein, ce sont des sites qui évoluent très rapidement.
Et puis ce qu'on a pu mesurer un peu plus loin au niveau du trait de côte, c'est un recul de 3 mètres au cours de la dernière tempête. En 10 ans, sur ce site, le trait de côte a reculé de 80 mètres. Des données obtenues par des relevés effectués à l'aide de bornes et de GPS, des outils qui permettent d'avoir une précision sans égale pour réaliser les suivis du trait de côte. On a cette information précise sur le terrain. Ça nous permet d'avoir d'autres informations qui peuvent être acquises à partir d'images satellites, d'images aériennes, par drone, et qui nous permettent d'avoir une vision plus large de la côte. Et donc comme ça nous permet d'avoir une vision sur l'ensemble du littoral aquitain, et ce qui nous permet de constater, de faire des mesures sur les dernières décennies et de faire des prédictions dans le futur. Car imaginer le visage du littoral aquitain dans une cinquantaine d'années permet aux collectivités de mettre en place des stratégies de gestion. Il y a un enjeu plus au nord, au Pilat, où nous avons une association syndicale de propriétaires qui existe depuis plus de 80 ans et qui, là, c'est une défense active. Nous défendons de façon coordonnée le trait de côte par un système endigué, un système de Perret avec un enrochement. Donc après, nous avons la dune du Pilat, qui elle a une érosion en pied de dune et une avancée dunaire, qui va évidemment de l'ouest vers l'est. Et là, derrière, nous avons des campings, 5 campings. Donc là, on a une stratégie locale de relocalisation des biens. Donc il a fallu étudier où est-ce qu'on pouvait accueillir d'autres hébergements touristiques. Et ici, plus au sud de la dune du Pilat, nous sommes sur une côte sableuse où là, nous avons une stratégie d'accompagnement qui n'est pas une lutte active, puisque nous sommes sur quelque chose de très mouvant et les enjeux ne sont pas les mêmes, puisque ce ne sont que des accueils touristiques avec des plans plage. Une plage qui a dû s'adapter à l'évolution du trait de côte, comme en témoignent les réaménagements successifs et le déplacement à plusieurs reprises du poste de secours de la plage du Petit-Nice. Se former à la conduite d'engins depuis un simulateur, c'est possible maintenant grâce à Acreos. Créé en 2007, Acreos a investi 4,5 millions d'euros pour développer des simulateurs uniques en France qui proposent des formations virtuelles. La start-up a déjà vendu 500 simulateurs dans le monde entier et connaît une croissance moyenne de 60% chaque année. Une innovation made in France, récompensée par le prix Star et Métiers. Jean-François Ambroise pour Mirabel TV. Manœuvrer un bulldozer en chaussures de ville, l'image n'est pas courante, mais possible sur ce simulateur. Aux commandes, Nicolas Renoir doit remblayer un trou, un exercice qu'il accomplit facilement. Pourtant, Nicolas n'est pas conducteur d'engin, mais infographiste. Pour quelqu'un comme moi qui n'est pas conducteur d'engin, je sais ce qu'il ne faut pas faire du coup avec la machine. Après, est-ce que je serai un bon conducteur Il y a encore beaucoup d'heures de pratique. Nous sommes à Haut-Concours dans les locaux de l'entreprise Acreos. La start-up développe des simulateurs dédiés à l'apprentissage de la conduite d'engins. En 2007, c'est une réponse aux problématiques de formation car cette technologie réservée à l'armée est tout à fait innovante. La simulation ne remplacera jamais la pratique sur le terrain, toujours essentielle, mais l'apprentissage sur ces simulateurs permet d'acquérir les premiers basiques. On va considérer que sur un engin, c'est un petit peu comme pour une voiture ou un camion. Pour apprendre à le conduire, il faut environ entre, on va dire, 50 et 70 heures de conduite pure. Eh bien, quand on est sur un simulateur, on peut faire les 50 premières heures sur un simulateur et se contenter d'une quinzaine d'heures sur un engin réel. L'apprentissage se fait en sécurité, mais c'est aussi une économie de carburant qui est réalisée. Le prix d'un tel simulateur, 65 000 €. 100 000 €, celui avec le mur hémisphérique. C'est 10 à 20 fois moins cher qu'un engin réel. Pelleteuse, grue portuaire. Pour changer d'engin, il suffit de déconnecter le bloc de commande et d'en connecter un autre. 15 000 € le pack. Partie de 3 salariés en 2007, l'entreprise en compte aujourd'hui 28. Et à côté de ça, il y a aussi les prestataires. 90% de la valeur ajoutée d'un simulateur se situe en Lorraine. Tous ces ingénieurs et tous ces salariés sont basés soit sur le site de Morhange en Moselle, soit ici sur Haut-Concours, et que ce produit est aujourd'hui made in France, puisque même ses composants hardware sont faits dans la région, que ce soit du côté de Pont-à-Mousson ou que ce soit du côté de Saint-Avold. Et nous voulons, au travers de ce mode de fonctionnement, porter loin dans le monde les couleurs de la Lorraine. Nous y arrivons assez bien, puisqu'à ce jour, nous avons exporté dans un peu plus de 32 pays du monde et sur tous les continents.
Acreos vient de dépasser la barre des 500 simulateurs vendus aux écoles, aux grandes entreprises de travaux publics. La start-up a investi 4,5 millions d'euros pour développer cette technologie de pointe. Elle connaît une croissance moyenne de 60% chaque année. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par Soumaya Benaïssa. On passe maintenant au débat des éditorialistes, mais avant cela, la une de vos quotidiens régionaux ce matin. Évidemment avec des unes très politiques, François Fillon au programme des unes de la presse quotidienne régionale avec le Télégramme d'abord, la droite en vrac. Le candidat de la droite François Fillon fait face à de nouvelles défections survenues hier. L'Ardennais François Fillon compte ses soutiens et puis le Courrier, Béchu et Bourdoulex abandonnent Fillon après le député Michel Piron mercredi. C'est les maires LR et divers droites d'Angers et de Cholet, Christophe Béchu et Gilles Bourdoulex qui ont lâché le candidat de la droite hier. Pour l'Afro-Provence, Macron abat ses cartes, Fillon joue son va-tout. Et puis pour Sud-Ouest, Macron est-il de gauche ou de droite? C'est un point d'interrogation. Le candidat d'En Marche a présenté hier les principales propositions de son programme devant un parterre de quand même 400 journalistes. Pour Ouest France, c'est les grands chantiers d'Emmanuel Macron. Et pour La Dépêche, c'est ce que veut faire Macron. Éducation, on en parlera dans un instant avec un sondage exclusif et la présence de Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'IFOP sur notre plateau. Éducation, donc fiscalité, retraite, emploi. Après plusieurs mois d'attente, le candidat d'En Marche a présenté son programme hier, c'est dans La Dépêche du midi. Pour Centre Presse, bien manger, un vrai choix de société. Le chef aveyronais Michel Bras, qui vient de signer une lettre ouverte au candidat à la présidentielle sur la nécessité de bien manger, explique le bien fondé de cet engagement. Pour Presse Océan, c'est l'affaire Troadec. C'est la 308, la voiture qui doit parler, la voiture du fils de la famille disparue à Orvaux qui a été retrouvée hier matin, quartier Méan à Saint-Nazaire. Pour la Charente libre, emploi la Charente dans l'ombre de Bordeaux. L'emploi se concentre dans les métropoles au détriment des petites et moyennes agglomérations. La Charente doit trouver des ressources pour exister face à Bordeaux, une problématique constante dans les territoires. Enfin, pour le populaire du centre, d'étonnantes limousines. La limousine a également assuré le spectacle au salon, évidemment, du machinisme agricole mercredi, tout comme le port limousin Cunoir, lors d'un concours de bonne tenue qui s'est déroulé donc au salon de l'agriculture. Et c'est le populaire du centre qui nous présente ces détonnantes limousines. Voilà, sans transition, bien sûr, nous passons au débat régulièrement dans cette matinale. Nous vous proposerons un regard des Français sur les grands enjeux de l'élection présidentielle. C'est aussi important de s'intéresser au fond. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'école avec un sondage exclusif IFOP fiducial pour Public Sénat et Sud Radio. Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, est avec nous, présent sur ce plateau pour en parler. Il nous a rejoint. Bonjour, merci d'être là ce matin pour commenter et analyser ce sondage, ainsi que Guillaume Doyen. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction de la Gazette des Communes. Merci d'être avec nous. Ainsi que Jérôme Cordelier, bonjour, le rédacteur en chef, adjoint des éditions locales. Du Point, voilà, rédacteur en chef tout court d'ailleurs. On va regarder un sujet réalisé par Héloïse Grégoire de Public Sénat qui examine les enseignements majeurs de ce sondage sur l'éducation et on en parle ensemble tous les quatre après. À 2 mois de l'élection présidentielle, l'école et l'éducation sont des thématiques déterminantes dans le choix de vote des Français. Selon un sondage IFOP fiducial, ils estiment que l'éducation, sur une échelle de 1 à 10, est importante à 6,1. Pourtant, plus de 1/3 des personnes interrogées déplorent que le dégoût des études et la peur de l'échec soient une des conséquences de l'école. L'enquête dresse un constat plutôt pessimiste des Français sur le fonctionnement du système éducatif et notamment sur le secondaire. Malgré ce bilan, 2 anciens ministres de François Hollande sont considérés comme les plus aptes à améliorer la situation à l'école. Emmanuel Macron arrive en tête avec 45%. En seconde position, Benoît Hamon avec 40%, quand Marine Le Pen est à 19%. François Fillon est lui en 4e position avec 17%. Pour 42% des Français, la lutte contre le décrochage scolaire est une priorité. Et c'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, qui fait l'unanimité sur cette question. Il veut mettre en place un service public du soutien scolaire approuvé par 89% des sondés.
Ces derniers souhaitent la mise en place de parcours plus personnalisés pour les élèves, avec l'instauration d'une plus grande flexibilité du système scolaire. Frédéric Dabi, avec vous, donc le regard des Français sur les grands enjeux de l'élection présidentielle. On démarre par la thématique de l'école. Un fonctionnement de l'école globalement perçu comme mauvais par les Français. Oui, très très fortement, Cyril, hein, à 69% dans toutes les catégories, notamment chez les parents d'élèves, avec une certaine dichotomie selon les niveaux, selon les échelons scolaires. La maternelle reste l'échelon d'excellence où 82% des Français considèrent que les choses fonctionnent bien, face au maillon faible, le lycée et surtout le collège, ce qui explique tous ces débats autour de la fin ou pas du collège unique. Seuls 26% des Français considèrent que ça fonctionne bien au collège, et il y a un vrai tournant. Pendant quelques années, l'école primaire était vue comme une école où tout allait bien, un peu à l'instar de la maternelle. Là, on voit que les choses glissent, et de plus en plus, presque un Français sur deux considère que ça se passe mal en primaire, avec l'idée que, alors qu'on a des attentes très très fortes, l'apprentissage des savoirs fondamentaux, faire des élèves, des enfants, des véritables citoyens, les Français, on l'a vu lors du reportage, considèrent que l'école apprend surtout la peur de l'échec et le dégoût des études. On est en fin de quinquennat de François Hollande. Celui-ci avait mis l'éducation, l'école au cœur de son projet. On voit que les perceptions des Français sont tout à fait mitigées. Transmettre à chacun une bonne culture générale, ça vient en deuxième position. Oui, ça vient à un niveau élevé, ce qui est assez intéressant, alors qu'il y a tout un discours sur que l'école permet de faire des citoyens qui trouveraient un emploi. Les Français restent relativement classiques. Les attentes prioritaires, c'est favoriser les enseignements classiques, lutter contre le décrochage scolaire. On voit ce pessimisme français, c'est un pessimisme de projection qui est « mes enfants vivront moins bien que moi sans doute ». Et donc dans ce cadre-là, on voit que le champ de l'école est très fortement investi en termes d'attente. C'est un enjeu, on l'a vu également lors du reportage, déterminant pour l'élection présidentielle, alors que dans cette drôle de campagne, on parle peu de l'école. Guillaume Doyen, il y a un chiffre intéressant qui est préparer chacun à la citoyenneté et à la vie en société. Alors ça concerne aussi les élus qui accompagnent ça. Et les chiffres sont importants, Frédéric Dabi d'ailleurs. Oui, je vous laisse répondre. Oui, 40%. Oui, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, la qualité de l'éducation, ou de l'idée qu'on se fait de l'éducation qui est dispensée dans les écoles sur un territoire, est un facteur d'attractivité du territoire. Non seulement pour les écoles primaires, mais aussi surtout pour les collèges, les lycées et les universités. Donc, si vous voulez, la question aussi, c'est comment on va impliquer les territoires, les départements, les régions, les villes, je ne sais pas à quelle échelle il faut le faire, dans le changement éducatif actuel. C'est un gros enjeu pour les élus. Partie de ces missions de l'école, de préparer le jeune, nos jeunes, à cette citoyenneté, à cette appartenance au fond à une société peut-être plus unie. Oui, alors vous avez raison, le contexte de 2015-2016 des attentats est passé par là. Il y a un rôle de citoyen. Il y a quand même, avant tout, les Français restent polarisés sur la transmission des savoirs fondamentaux et aussi sur le rôle de promotion sociale. Et on voit dans le sondage que presque un Français sur deux considère que l'école joue de moins en moins ce rôle d'ascension et de promotion sociale, d'où ces perceptions extrêmement sévères et le sentiment que les choses doivent changer. Il y a beaucoup de réformes qui sont soutenues pour l'école de demain. Alors, permettre à chacun de trouver un emploi, évidemment, Alors j'étais étonné justement dans ce sondage, c'est que ça arrive assez tard en fait, après la lutte contre l'incivisme. Et c'est-à-dire qu'on pourrait dire quand même, la mission de l'école, ça peut être la transmission des savoirs fondamentaux et ensuite permettre de trouver un emploi. On se demande si, voilà, je trouve ça étonnant que ça arrive si loin dans le hit parade en fait. Est-ce que vous avez une explication? Non, je pense que déjà les personnes avaient le choix et ça ne veut pas dire que celle-là est vue comme pas prioritaire. On voit très bien le souci sur le chômage. C'est moins prioritaire que la citoyenneté et surtout cette transmission des savoirs fondamentaux parce qu'on a peur de cette peur de l'échec. Ça c'est normal, c'est la mission de l'école. Oui, c'est la mission de l'école. Mais que l'emploi vienne après. Alors que c'est la première préoccupation des Français. Les Français. C'est la première préoccupation des Français. Il y a une sorte de sanctuarisation de l'école. L'école, ce n'est pas l'entreprise, même si lorsqu'on teste des mesures comme initier les élèves au collège sur la vie en entreprise, le stage de troisième est absolument plébiscité. On reste sur une école sanctuarisée sur sa mission fondamentale. Et le fait que les critiques soient très fortes, on a le sentiment que cette mission est de moins en moins assurée, qu'on apprend le dégoût des études, la peur de l'échec, et cette transmission des savoirs est un petit peu questionnée, d'où
ce qui est intéressant de voir dans le sondage, lorsqu'on a testé différentes mesures des candidats à l'élection présidentielle, sans dire quel candidat proposait ces mesures, celle qui est la plus fortement plébiscitée, 89%, c'est mettre en place un service public du soutien scolaire. Il y a vraiment la crainte du décrochage en matière scolaire. Alors en même temps, ça c'est des angoisses, pardon si Ali, juste, mais ça m'a vraiment étonné ça, et puis notamment de la part de Benoît Hamon, parce que mettre en place un service public de soutien scolaire, ça veut dire doubler l'éducation nationale, quoi. Enfin, c'est un peu abracadabrantesque, je sais que l'expression est souvent usée, mais ça paraît bizarre, quoi, parce que ça fait une éducation à double vitesse, en fait. Alors, justement, hier, ça tombe bien, Emmanuel Macron a présenté son programme. Son premier chantier, c'est l'éducation. On va écouter ses positions sur ce sujet, puis vous nous direz ce que vous en pensez après. On le regarde. Le premier chantier, c'est celui de l'éducation et de la culture. C'est la condition même de notre cohésion nationale. C'est ce pourquoi je veux remettre la transmission des savoirs fondamentaux, de notre culture, de nos valeurs, au cœur du projet de notre école. Et nous proposons à cet égard de revenir sur plusieurs mesures récentes, de redonner aussi beaucoup plus d'autonomie et de moyens à l'école, au collège, au lycée, de reconnaître le rôle essentiel des enseignants, de les rémunérer également davantage, et en même temps, dans les zones les plus en difficulté, de diviser par 2 le nombre d'élèves par classe, en CP et CE1. C'est cela qui nous conduit à revenir vers une véritable autonomie de nos universités, en termes pédagogiques, en termes de recrutement également. Vous en avez pensé quoi, Frédéric Dabi? Alors, ce qui est très intéressant, alors je pense qu'il n'a pas eu notre sondage avant qu'il soit diffusé ce matin, Cyril, mais... Il y avait un embargo dessus. Oui, tout à fait, et on n'a pas envoyé bien sûr à l'équipe d'Emmanuel Macron, mais sur les principales mesures, Emmanuel Macron s'inscrit en adéquation parfaite des mesures plébiscitées par les Français. L'autonomie des écoles, des collèges et les lycées, il en a parlé. Augmenter le salaire des enseignants qui est soutenu par 67%, et là, pas de différence entre les électorats de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. La question de l'assouplissement de la réforme des rythmes scolaires, qui est une réforme qui a fait beaucoup de mal et qui a très fortement dégradé la vision de l'école. Il est plutôt en adéquation avec les attentes des Français, et diviser le nombre d'élèves par 2 dans les quartiers compliqués, c'est cette manière de lutter contre le décrochage scolaire. Guillaume Doyen, favoriser l'épanouissement personnel, ça arrive tard dans le sondage. Incroyable. Oui, ça arrive tard, parce que les craintes sont bien ailleurs. 14%. Ça a été dit. Non, mais n'oubliez pas que ce chiffre qui tourne depuis toujours, c'est 150 000 enfants qui sortent chaque année du système scolaire sans aucun diplôme, aucune formation. Alors celui-là, ce chiffre, tout le monde l'a en tête, donc ça va arriver avant l'épanouissement. Et puis, disons qu'on a des chiffres catastrophiques en CM2 sur le niveau de lecture, sur le nombre d'élèves ne sachant peu ou pas lire. C'est très très mauvais, si vous voulez. Dans certains quartiers, ça atteint des taux ahurissants, d'où une proposition qui serait celle de l'autonomisation, une plus forte autonomie des établissements scolaires. Soutenir 76%. Voilà, et ça, c'est très important. Cette semaine, Jérôme Cordelier, ça tombe bien dans Le Point, il y a un édito de Jean-Michel Blanquer sur l'éducation, d'ailleurs. Oui, c'est notre grand spécialiste sur l'éducation, qui a fait un bouquin, d'ailleurs, dont s'est inspiré Emmanuel Macron, un peu dans son programme. En tout cas, on voit qu'il l'a lu, qui s'appelle L'école de demain. Et il dit, justement, pour rebondir sur l'épanouissement personnel, ce que dit Guillaume, c'est que la mission de l'école aussi, c'est de l'éducation, plutôt, dit-il, c'est de transmettre la liberté, en fait. Donc ça vient de l'épanouissement personnel. Notre société est-elle encore éducatrice? Voilà, parce qu'il dit aussi, et ça je trouve c'est un truc intéressant, c'est que l'éducation c'est une affaire de société et pas uniquement une affaire d'éducation nationale, quoi, voilà. Guillaume Doyen, alors un autre thème complètement différent, un peu différent, à la une de la Gazette des Communes pour finir. Que faire des bidonvilles? C'est la couve, comme on dit. Et à l'intérieur, alors il y a un papier absolument formidable sur la réforme du stationnement qui est dans les starting blocks. Alors nos PV, on va les payer plus cher? Je sais pas. Les élus décideront. En tout cas, ce sera à eux de décider quel sera le montant du PV. Ça arrive vite. 1er janvier 2018, c'est décentralisé, c'est dépénalisé. Bon, c'est pas des bonnes nouvelles. Plus un PV à 17 € partout. Peut-être que certains élus le mettront plus bas. Vous paierez une redevance. Et si vous n'avez pas acquitté, vous paierez un forfait post-stationnement qui n'est pas exactement un PV, si vous acquitterez une somme qu'aura fixée la collectivité territoriale. En gros, on sait s'il sera plus cher ou pas. Alors à Paris, je peux vous dire où il sera 50 € par exemple. Ça va augmenter dans la plupart des villes. Dans certaines petites villes, ça peut baisser. Merci. Guillaume Doyen, la Gazette des Communes. Merci Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'IFOP, d'avoir commenté ce sondage. De prochains sondages arrivent et on les dévoilera en exclusivité. Sur la fiscalité. Sur la fiscalité dans notre matinale d'info. Merci d'avoir été notre invité. Merci Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point. On passe à la météo des territoires, mais aussi celle des départements et territoires d'outre-mer. On la regarde ensemble.
La météo vous est présentée par Teroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Teroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, on accueillera notre invité de 8h, Florian Philippot, le vice-président du Front National, mais on passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. François Fillon est notre candidat. Je crois que dans la difficulté, on ne peut pas nier qu'il y a une difficulté, il faut être fort, il faut être uni, il faut être solidaire. Même dans la bourrasque qu'il traverse, je pense que la droite doit rester soudée. Si certains décident de s'en détacher, ils s'en détachent. Enfin, le noyau dur est là. Le sujet est très simple. En 2017, si c'est pas François Fillon, ce sera la gauche. Et donc cette bataille-là, il faut la porter. Simplement, clairement. Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Qui vous assassine? Mais les Français ont envie de savoir qui sont ces assassins. Mais vous croyez pas que nous aussi on a envie de savoir? Est-ce que vous pensez pas qu'on a envie de savoir? Alors qu'est-ce qu'on fait? Bruno Le Maire s'est retiré le premier. Dans un communiqué publié après le discours de François Fillon, il met en avant la nécessité du respect de la parole donnée. Nous allons droit dans le mur. J'ai utilisé le terme peut-être un peu fort de suicide collectif, mais aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens en tout cas de faire campagne sereinement. Le plus urgent, c'est que la direction du parti s'assoit autour d'une table et essaye de trouver une solution qui fasse consensus. Je l'appelle non seulement à renoncer, mais à transmettre cette mission de porter notre projet à un autre candidat. Les soutiens de François Fillon s'effondrent les uns après les autres. Dernier en date, ces deux directeurs adjoints de campagne, Vincent Leroux, proche d'Alain Juppé, et Sébastien Lecornu, proche de Bruno Le Maire. Autre soutien de Bruno Le Maire a claqué la porte, Franck Riester. Est-ce que vous respectez leurs décisions ou est-ce que pour vous ce sont des traîtres? Je respecte tout le monde. Des élus juppéistes appellent à parrainer la candidature d'Alain Juppé. Franck Riester a même tweeté le formulaire qu'il a envoyé au Conseil constitutionnel. Il faut absolument envoyer un signal à Alain Juppé qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui pour le pays demain. J'appelle mais vraiment tous les élus responsables dans ce pays, c'est-à-dire les maires, les conseillers départementaux, à adresser au Conseil constitutionnel leur parrainage pour Alain Juppé. Mes amis, vous avez devant vous un combattant. Les électeurs républicains n'ont pas à être pris en otage par ces affaires. Et je pense que si on continue comme ça, on va faire élire M. Macron, qui est un homme qui nous fera une politique catastrophique. J'ai avec moi tous ces Français qui disent qu'on nous laisse travailler, qu'on arrête de nous emmerder. Emmanuel Macron a dévoilé ce matin son programme présidentiel. Assouplissement des 35 heures, maintien de l'âge de la retraite, mais fin des régimes spéciaux, l'ISF seulement sur les biens immobiliers, dans l'enseignement, création de 4 à 5 000 postes, 10 000 postes supplémentaires pour les policiers et les gendarmes. Je cherche à présider, pas à gouverner chaque pan de l'action publique. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Territoire d'Info sur Public Sénat, Sud Radio, avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du Front National, député européen et conseiller régional. Grand Est pour vous interviewer. À mes côtés ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael, merci d'être avec nous. Florian Philippot, François Fillon persiste et signe. Malgré beaucoup de défections, il dit « Je suis un combattant », c'est ce qu'il dit à Nîmes hier soir en meeting. Est-ce que vous lui reconnaissez au fond un certain panache ? Non, enfin, il s'est mis lui-même dans cette situation, je suis désolé, parce qu'il a dit, il y a encore 3 semaines, il disait « si je suis mis en examen, je pars ».
ce qui est une formulation qui est contestable. Est-ce qu'on peut faire dépendre une élection de la décision d'un juge alors qu'il n'y a pas de culpabilité? C'est un vrai débat. Mais il ne respecte pas ensuite cette promesse. Donc là, je veux dire, il est pris évidemment dans les difficultés, mais dont il est responsable. Il n'aurait jamais dit cela, il serait moins en difficulté aujourd'hui. Et puis personne n'a bien compris la dramatisation de l'annonce il y a 2 jours de cette convocation et de cette mise en examen possible, alors qu'il était censé faire le salon de l'agriculture. J'en ai pas bien compris. Enfin, il s'est mis, je crois, dans des difficultés qui l'empêchent de faire campagne sur le Florian fond. Philippot. Or, on a besoin de faire campagne sur le fond. Nous, on le fait en tout cas. Florian Philippot, quand Emmanuel Macron, ce matin, sur un média concurrent, dit à propos de l'éventuelle candidature d'Alain Juppé, puisque maintenant on reparle d'une éventuelle candidature de Juppé pour remplacer Fillon, une présidentielle n'est pas une session de rattrapage. Est-ce qu'il a raison ? Non, mais on comprend qu'Emmanuel Macron soit très gêné par l'éventualité d'une candidature Juppé. Et vous, non? Vous savez, ça vous nous, on s'en moque. Nous, on s'en moque, si vous voulez. Nous, on n'adapte pas notre projet, nos 144 engagements pour la France à nos adversaires. Monsieur Macron... Mais sur le principe... Ça poserait même la question du positionnement de monsieur Bayrou. Est-ce qu'il retournerait à ce moment-là vers Alain Juppé? C'est pas du tout impossible, puisqu'il avait un accord avec Alain Juppé. Et puis, ils sont vraiment sur le même programme, le même projet, c'est-à-dire pour vous, ça ne change pas la donne de l'élection présidentielle. La poursuite du hollandisme. Macron comme Juppé, ce serait la poursuite totale du hollandisme. Alain Juppé aussi. Ah, Alain Juppé, il suffisait d'écouter son projet pendant les primaires, ça ressemblait beaucoup au quinquennat qu'on venait de vivre. Moi, puis, si vous voulez, bon, Juppé, je ne sais pas s'il sera dans la course. Macron, il y est en tout cas. Il y est et il se transforme de plus en plus d'ailleurs en espèce de voiture-balai du système. C'est lui votre adversaire? Oui, on sent que c'est lui, là. Vous ne parlez que de lui ce matin. Je ne sais pas que je parle que de lui, c'est qu'aujourd'hui, clairement, pour le moment, la fiche de second tour qui se dessine, c'est Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Donc, c'est un beau débat, c'est un débat de fond. Quand je dis voiture-balai du système, pourquoi? Je vois Robert Hue qui le rejoint. J'ai vu M. Cohn-Bendit, M. Bayrou. Évidemment qu'il est le candidat dauphin de François Hollande et de Bernard Cazeneuve. C'est maintenant de plus en plus clair qu'ils veulent se perpétuer le hollandisme 50 plus à travers Macron. Donc c'est la voiture balai du système. Je pense que ça ne fait pas une espérance pour la France. Ça ne dessine pas un avenir de reconstruction et de redressement national. Alors, en cas de duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, où iraient les voix de droite selon vous? Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, où iraient les voix de droite selon vous? Mais si vous voulez, moi je pense qu'on s'adresse déjà à tout le monde, pas simplement à la droite, mais je ne vois pas bien pourquoi un électeur qui voudrait une vraie alternance, une alternative, irait vers le dauphin de François Hollande, en l'occurrence M. Macron. Regardez son projet hier. Mais ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à Hollande 2012. Non mais justement, puisqu'on en parle... Avec une augmentation de la CSG, avec une aggravation de la mise sous tutelle de la France par l'Union européenne, puisqu'il veut même un gouvernement de la zone euro, il veut même un ministre européen des Finances, pour nous imposer quoi? L'austérité, quand Macron dit, par exemple... nous imposer les politiques de l'Union européenne. On va parler dans le fond de son programme. Mais quand Macron dit « Je suis le candidat des classes moyennes et populaires », pas le Front National, vous lui répondez quoi ce matin? On n'est pas le candidat des classes moyennes et populaires déjà quand on les méprise. Moi, j'ai pas oublié. Il les méprise. Oui, j'ai pas oublié les formules qu'a utilisées. À chaque fois qu'il ne fait pas attention, M. Macron a des propos blessants. Les illettrés, les alcooliques dans le bassin minier, les illettrés de Gade, l'histoire du costard, etc. Je suis désolé, on ne parle pas comme cela des Français. Et je pense que ça témoigne d'une déconnexion. Alors c'est vrai que quand on a passé sa vie dans les couloirs des banques d'affaires, on a peut-être un peu perdu. Il vous a répondu sur ce point pied. Hier, Je ne sais pas ce qu'il a répondu, mais c'est la réalité. Et puis son programme. On n'est pas en soutien des classes moyennes et populaires quand on veut augmenter la CSG. Quand même, quand on propose l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages qui la paient, c'est une mesure qui peut apparaître a priori assez populaire. Et quand on lui demande comment il la finance, que répond-il? L'État? Oui, c'est l'État. Donc ça veut dire quoi? C'est le contribuable. Donc ça veut dire que ce qu'il donnerait éventuellement d'une main, il le reprendrait immédiatement d'une autre main. Les Français en ont soupé de ces petits artifices. On ne va pas supprimer la taxe d'habitation pour supprimer à côté les aides au logement ou pour augmenter massivement, comme ils veulent faire, de 1,75 points la CSG. Parce que la CSG, ça touche tout le monde, y compris les retraités, y compris les salariés, y compris tout le monde. Et j'ai vu dans son projet qu'il voulait par contre réduire massivement l'ISF pour les très gros ISF, ceux qui ont un capital financier, c'est-à-dire ses amis. Je ne parle même pas des petits ISF, il veut réduire essentiellement les très gros ISF. Il veut augmenter la taxation sur l'assurance vie, il a passé de 23 à 30%. Est-ce que c'est raisonnable? Un même régime de retraite pour le public et le privé, c'est pas bien ça? Pardon? Un même régime de retraite pour le public et le privé, tout le monde a la même enseigne, c'est pas mieux? Ah bah attendez, si c'est pour tirer tout le monde vers le bas, non.
Florian Philippot. Non, bien sûr que non. Florian Philippot. Et s'il ne précise pas, c'est qu'évidemment c'est cela. Puis il y a ce qu'il n'y a pas dans son projet. Il n'y a pas un mot sur l'immigration. Pas un mot. Il y a sur le communautarisme et la laïcité des projets inquiétants. Je le lis, expression des convictions religieuses. L'expression des convictions religieuses doit bien sûr rester libre, et il précise rue et plage. Pourquoi précise-t-il plage, si ce n'est pour faire référence au burkini? Évidemment. Alors, donc il défend le burkini? Alors, Florian Philippot. Macron, candidat du burkini, il faut le dire clairement aux Français. C'est pas une conception que je me fais, en tout cas moi, et que nous faisons. Là, vous interprétez ses propos. Il n'aurait pas précisé plage si c'était pas ça. Vous les interprétez. Bon, alors Emmanuel Macron donc a présenté son programme au point de vue de la stratégie politique. Lui, il dit, je suis ni de droite ni de gauche. Est-ce qu'au fond, c'est pas un point commun que vous avez avec lui? Si, mais bien sûr, mais ça donc montre... vous avez un point commun avec Emmanuel Macron. Mais oui, parce que nous reconnaissons tous les deux dans le nouveau clivage. Le clivage gauche-droite est terminé. D'ailleurs, les représentants de la gauche et de la droite ne sont pas qualifiés au second tour. Et aujourd'hui, le clivage oppose les mondialistes, les européistes, comme M. Macron, qui veulent un monde sans frontières du tout, ni économique, ni financière, ni migratoire. Et nous, les patriotes... C'est un bon candidat face à Marine Le Pen, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, ça vous plaît. Marine Le Pen, en défendant, si vous voulez, la souveraineté nationale, en défendant un effort de défense nationale et non pas la mise sous tutelle, là aussi en matière de défense de l'Union européenne et de l'OTAN, en défendant la justice sociale, le patriotisme économique, le patriotisme agricole, alimentaire, comme elle l'a dit à nos paysans au Salon d'agriculture il y a quelques jours, elle est la parfaite opposée, je crois. Donc vous voulez Macron, vous voulez Macron. Projet mondialiste de Macron. Vous voulez Emmanuel Macron. C'est pas que je veux Macron, c'est que ce qui se dessine est un duel, un débat très cohérent et très intéressant sur le fond. Il y a quand même une chose qu'on n'a pas compris. Quand Marine Le Pen dit qu'elle veut renationaliser la dette publique française, plus de 2000 milliards comme tout le monde le sait, dont une bonne partie est aujourd'hui détenue par les fonds étrangers, concrètement, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, regardez, au Japon, ils ont la chance d'avoir une dette nationale. Alors elle est beaucoup plus élevée que la nôtre. Elle est beaucoup plus élevée. Oui, mais c'est un étouffoir. Non, il se trouve qu'ils ont des taux d'intérêt extrêmement bas, parce qu'elle est complètement nationale. Nous, elle est détenue à 65% par des non-résidents, par des étrangers. Donc il faut faire en sorte qu'on renationalise en mobilisant notre richesse nationale, ce trésor qui est l'épargne nationale. Donc vous dites aux banquiers et aux banques ce matin... De mettre en place... Ayez peur, banquiers, ayez peur, c'est ça que vous leur dites. Préparez-vous au contrôle de l'État. Ayez peur, mais sachez qu'il y aura de nouveau un chef de l'État et un gouvernement, et que c'est plus vous qui serez les rois du monde. Avec Macron, oui, vous êtes les rois du monde, puisque ce sera un des vôtres qui sera au pouvoir. Avec Marine Le Pen, la politique reprend ses marques. Et le chef de l'État et l'État reprend ses marques. Et nous avons à reconstruire une industrie nationale. Nous avons à reconstruire évidemment une dette, à l'affaiblir au maximum évidemment, mais nationale. Et pour cela, il faut créer un fonds souverain français, par exemple. Créer un fonds souverain français pour défendre les secteurs stratégiques, pour défendre ceux que Emmanuel Macron a vendus aux Américains. Je parle d'Alstom Energy, je parle de Technip, c'est-à-dire des fleurons français qu'il a laissé partir aux États-Unis. Et il faudra au contraire être en capacité de défendre nos industries. Laurent Philippot, il y a une manifestation qui est prévue dimanche prochain, place du Trocadéro, à l'appel de François Fillon et de ses soutiens. Est-ce que vous dites aujourd'hui aux sympathisants du Front National qui souhaiteraient descendre dans la rue dimanche contre la justice, par exemple, à les interdire de descendre? Ah non, oui, il n'y a pas, pas interdire à des gens. En tout cas, de ne pas descendre. Mais non, c'est pas du tout notre manifestation et nous n'appelons absolument pas à y aller. C'est une manifestation, si j'ai bien compris, en soutien à François Fillon. Donc on n'a pas bien compris si c'était en soutien à François Fillon ou contre la justice. Bon, c'est contre la justice, a priori. On ne sait pas très bien. Donc là, il y a quelque chose qui vous rassemble. Non, mais Dieu sait qu'on peut critiquer, bien sûr, le syndicat de la magistrature et qu'on doit le critiquer. Celui qui avait ce mur des cons avec des responsables politiques, des parents de victimes, celui qui appelle à manifester contre la police avec les racailles. Bon, tout cela est très critiquable. Mais non, c'est une manifestation pour François Fillon. Nous demandons, nous, à nos militants, d'aller avec nous faire campagne sur les marchés et défendre les idées et le projet de Marine Le Pen. Sens commun est à la manœuvre pour l'organisation de cette manifestation. Est-ce que ça vous choque ? Mais non, ils soutiennent l'UMP. Ils ont toujours soutenu l'UMP et ils soutiennent François Fillon depuis la primaire. Donc, à la limite, c'est pas choquant. Ils font partie des soutiens de François Fillon. Florian Philippot, levée d'immunité parlementaire de Marine Le Pen qui a été votée hier par le Parlement européen pour des diffusions d'images chocs sur Twitter et notamment concernant la Syrie. Marine Le Pen est désormais fragilisée, selon vous ? Non, je crois qu'elle est renforcée par cette espèce de témoignage militant de ce qui s'est passé au Parlement européen. Pourquoi ? D'abord, il faut rappeler pourquoi en décembre 2015, Marine Le Pen met ces photos de Daesh, du fondamentalisme islamiste qui dénonce l'horreur de Daesh. Parce que nos électeurs étaient à l'époque en permanence comparés dans certains médias aux djihadistes.
Et elle a dit stop, moi je suis chef de parti, je dois défendre l'honneur de mes millions d'électeurs. Et je vous montre, elle met sur Twitter, elle dit Daesh c'est ça. Voilà, n'oubliez pas l'horreur et arrêtez vos comparaisons qui sont insupportables. Et à ce moment-là, le parquet se ridiculise aux ordres de M. Cazeneuve en lançant cette procédure contre Marine Le Pen. Oui. Et mais la levée d'immunité est levée. Je vous signale que l'Assemblée nationale, dans la même affaire, a refusé évidemment de lever l'immunité. De Gilbert Collard sur la même affaire. Oui. Par contre, le Parlement européen le fait sur Marine Le Pen. Pourquoi, selon vous ? Parce que le Parlement européen est en guerre contre les... Parce que le Parlement est en guerre contre vous. C'est une ingérence de Bruxelles dans la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Le Parlement européen démontre qu'il est en guerre. Et je crois, à part Nadine Morano, pour l'UMP, ils ont tous voté la levée d'immunité. Or, ils se tirent tous une balle dans le pied, je suis désolé, parce que c'est une restriction totale de liberté d'expression, et notamment notre devoir de dénoncer les horreurs du fondamentalisme islamiste, de les dénoncer, de les montrer, de les nommer et de les combattre surtout, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc vous dites à nouveau que la justice, le pouvoir, l'Europe veulent fausser l'élection présidentielle. J'ai vu hier un commissaire de Bruxelles s'introduire dans la campagne contre Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'un commissaire non élu, non légitime de la Commission de Bruxelles vient faire dans la campagne présidentielle française ? Et le président de la République n'est pas capable... Il en va de même pour la question des assistants parlementaires. Et le président de la République n'est pas capable de le renvoyer dans ses buts, de lui dire attendez, ici on est en France, c'est pas un commissaire européen de venir dicter aux électeurs français leur vote. Surtout que c'est le commissaire à l'agriculture, M. Phil Hogan, celui qui a contribué à supprimer les quotas laitiers, qui a mis la concurrence déloyale avec les traités de libre-échange, le CETA qu'on a combattu. Bon, je veux dire, au bout d'un moment, il faut rappeler qu'on est en France, qu'il y a une indépendance française, une souveraineté française, et qu'on ne se laissera pas faire. C'est Florian Philippot, l'invité de cette matinale d'info. Ce matin, nous avions un sondage exclusif réalisé par IFOP, fiducial pour Public Sénat et Sud Radio, sur l'école, le regard des Français sur les grands enjeux de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron arrive en tête des candidats capables d'améliorer dans l'idée que font les Français sur la situation de l'école, devant Benoît Hamon, et seulement troisième position, Marine Le Pen. Alors, Emmanuel Macron a fait de l'éducation sa priorité. Qu'en est-il pour vous, pour le Front National ? Pour nous, c'est extrêmement important. C'est pas bien perçu par les Français, en tout cas. Pas encore, parce que il faut reconnaître, le Front était peu perçu sur les questions d'école. Nous avons créé un collectif qui s'appelle Racine, des enseignants patriotes, qui fait un gros boulot. Et nous avons mis l'accent et le paquet sur ces questions-là par une convention présidentielle conclue par Marine Le Pen. On veut mettre notamment le paquet sur l'école primaire, parce que c'est le socle. Parce qu'il y a un gamin sur 4 qui arrive en 6e sans maîtriser correctement. Ça, c'est des idées de Jacques Attali. Non, Jacques Attali... Si, il préconisait sur ce plateau. Non mais d'accord, mais ils l'ont jamais fait. Jacques Attali, il conseille les présidents de la République depuis 40 ans. Donc si Jacques Attali avait de bonnes idées et de bons conseils, ça se saurait et ça se verrait. Ça s'est pas réformer l'école primaire. Et là, évidemment, il soutient Macron. Bon bah voilà, c'est bien ce que je disais, voiture balai, vous voyez. Donc l'école, notamment, il faut réserver 50% du temps d'apprentissage. 19% seulement pour Oui, 50% du temps d'apprentissage à l'école primaire aux Français, à l'apprentissage de la langue française. Il faut également redonner une autorité, un statut aux maîtres. Salarial, bien sûr, mais aussi en termes de statut. Vous aurez le temps, en quelques semaines, là, de pointer toutes ces idées. Mais nous continuerons de le faire. Je vous signale qu'être troisième sur ce sujet-là, je pense qu'en 2012... Avec seulement 19%, 40% pour nous. Vous interdisez le téléphone portable à l'école ? On en aurait été très très loin en 2012. On progresse, mais on part de très loin à l'époque. Et je crois que, vous voyez, alors ça, Macron, il résume le débat à interdire le téléphone portable. C'est une mesure symbolique. Mais ça devrait être... Je veux dire, il faudrait d'abord que ce soit une mesure qui vienne des parents. Il faut aussi responsabiliser les parents au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, l'État et l'éducation ne peuvent pas tout faire si les parents n'ont pas... Pour un gamin en primaire, je suis désolé, ça devrait être naturel qu'il n'y ait pas de téléphone portable à l'école. Pareil au collège. Mais je crois qu'il y a des choses fondamentales à faire, notamment cesser avec le pédagogisme ambiant, remettre des méthodes d'enseignement classique qui fonctionnent, comme la méthode syllabique par exemple au CP, la rendre obligatoire, et puis créer une filière d'excellence aussi pour l'enseignement professionnel et le manuel, notamment avec la fin du collège unique. Il faut s'attaquer à ce tabou parce qu'il y a des gamins qui végètent ensuite, qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas épanouis, alors qu'ils feraient d'excellents travailleurs français, d'excellents ingénieurs. Qui c'est le monsieur éducation au Front National? Qui s'occupe de ces problèmes? Alors, nous avons plusieurs sources, puisque nous avons le collectif Racine qui travaille sur ces sujets-là. Nous avons des groupes de travail également en interne. Et Marine Le Pen elle-même s'intéresse beaucoup à ces questions. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National, député européen et conseiller régional Grand Est, d'avoir été invité de cette matinale d'info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà.
Voilà, j'accueille pour débriefer l'actualité et également les propos de Florian Philippot, le vice-président du Front National, qui était notre invité politique ce matin. André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui diffuse cette matinale d'infos sous forme de best-of tout le week-end sur les antennes de TV5 Monde. Bonjour André, merci d'être avec nous. Et puis bonjour Patrick Roger, vous êtes le directeur général de Sud Radio et vous êtes souvent un habitué le vendredi de ce plateau. Merci d'être avec nous. On démarre par ce débrief de Florian Philippot sur François Fillon. Je vais poser moi-même la question au début de l'entretien. Est-ce qu'il le considère comme un combattant? Est-ce qu'il trouve qu'il a du panache? Au fond, il a dit qu'il s'est mis dans cette situation lui-même. En gros, c'est bien fait pour lui. Oui, c'est vrai. Je pense que Florian Philippot, comme beaucoup de Français, attend véritablement ce qui va se passer en fait ce week-end autour de la mobilisation ou non au Trocadéro. Et puis, au-delà de ça, on assiste un peu finalement spectateurs amusés pour certains. D'autres en fait un peu moins de cette quand même situation. On a l'impression en fait d'un camion sur une autoroute qui n'a plus de frein et qui est devenu en fait totalement incontrôlable. Un roller coaster, beaucoup de défections aussi qui commencent à faire sens. Enfin, un appel des maires, des élus. Oui, on a le sentiment que M. Fillon ne passera pas le week-end. Mais je pense que c'est votre sentiment ? C'est mon sentiment. Mais je pense sur l'analyse de Philippot, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit sur la communication, sur la dramatisation. Effectivement, cette mise en scène a été faite par François Fillon lui-même. Il est piégé à la fois parce qu'il au fond, il s'est piégé lui-même. Il s'est piégé lui-même en disant un certain nombre de choses sur la mise en examen, sur le fait qu'il ne se présenterait pas s'il était mis en examen. Et deuxièmement aussi, cette dramatisation cette semaine, il annule effectivement la visite au Salon de l'Agriculture. Il annonce une conférence de presse, etc. Il serait allé au salon et il aurait réagi effectivement à l'actualité. Je pense que la campagne n'aurait pas pris cette tournure si dramatique. Il a fait une erreur de communication aussi. François Fillon, une erreur. Plusieurs erreurs de communication, je pense. C'est évidemment dès le démarrage. Alors cela dit, c'est quand même assez compliqué de réagir quand vous avez les affaires qui tombent effectivement en série. Perquisition chez lui hier au soir, pendant son meeting. Oui, ce qui perturbe effectivement totalement sa campagne, bien sûr. Et moi, j'étais mercredi au Salon de l'Agriculture. Évidemment, il ne pouvait pas faire un pas sans être escorté à la fois par des CRS. Donc, un candidat en campagne escorté par des CRS, évidemment, ce n'est pas possible. Et puis, on sentait en fait tous ces slogans hostiles, Fillon démission, escroc, etc. Et puis, quelques militants quand même qui qui tentaient de le défendre. Sans compter qu'il ne peut pas bénéficier de l'effet de foule. Il ne peut pas se trouver dans. Il y avait du monde hier soir à Nîmes. 3000 personnes ont dit. Oui, mais je pense aussi aux visites qu'il a pu faire hier, notamment dans le vignoble. Il n'y a pas beaucoup de monde, il est seul. Cette image est assez terrible. 3000 personnes à Nîmes quand même hier soir. À Nîmes, oui, mais d'ailleurs, c'est assez terrible. On verra comment la situation va évoluer en fait ce week-end. Mais on sent qu'il y a quand même des divisions à droite. En dehors des défections, il y a certaines personnes, des militants, mais également en fait des Français qui se disent il ne faut peut-être pas lâcher face à la pression. Et si on lâche en fait François Fillon aujourd'hui, ça veut dire qu'il se rend en fait plus ou moins coupable, en fait condamnable potentiellement en tout cas, et qu'on cède à la justice et aux institutions alors que pour l'instant il n'y a rien. Qu'est-ce qui peut arriver de bon à Florian Philippot, au Front National, à propos de cette affaire? Parce que le plan B, on parle évidemment d'Alain Juppé, toute la presse en fait écho. En même temps, il y a beaucoup de défections qui proviennent du camp d'Alain Juppé, qui avait rallié François Fillon et qui sont partis de la campagne. Est-ce que ça arrange les affaires du Front National, Patrick Roger ? Ça arrange. Il faut voir en fait effectivement ce qui se passera très précisément. Je ne sais pas si ça doit l'arranger. Même, je pense que le Front National lui-même doit se poser en fait un certain nombre de questions, parce que c'est vrai que François Fillon pouvait prendre effectivement sur l'électorat du Front National. Alain Juppé probablement beaucoup moins. Donc on pourrait penser que le Front National aurait intérêt finalement à ce que Alain Juppé vienne suppléer, remplacer François Fillon. Or, ça n'a pas l'air d'être aussi clair. Non, c'est pas aussi clair. Je pense qu'une partie de l'électorat de François Fillon pourrait se reporter sur Marine Le Pen parce qu'ils sont excédés, parce qu'ils jugent effectivement que ce qui lui arrive n'est pas normal, que c'est la faute de la presse, que c'est la faute de la justice. Et ils pourraient se reporter sur Marine Le Pen. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'analyse de Florian Philippot, c'est cette idée d'une candidate qui serait la candidate Marine Le Pen, qui est la candidate de la protection, et puis
européaniste. Et voilà. Et de l'autre côté, Macron qui est le candidat de l'Europe, de l'ouverture, etc. Je pense que ces deux tendances vont être à l'œuvre. Est-ce qu'elles passent exactement par ces deux candidats? Je ne sais pas. Mais je trouve que au fond, cette tension... Le décor est installé. Le Front National voudrait installer ce décor. Voilà. Mais je pense qu'il y a un mouvement qui existe, c'est-à-dire cette tension entre ceux qui bénéficient de la mondialisation et ceux qui travaillent dans des secteurs qui n'en bénéficient pas. Oui. Ça a été le cas dans des élections ailleurs, dans d'autres pays, Patrick Rogian. Oui, non mais c'est vrai. Et pour revenir quand même d'un mot sur le positionnement du Front National, on voit bien à travers l'interview il y a quelques minutes donc de Florian Philippot que incontestablement le Front National a envie de se poser face à Emmanuel Macron parce qu'il se dit que voilà c'est une bataille. Nous sommes le peuple contre une nouvelle fois en fait les élites, le candidat des banques et de la finance. Il l'a très clairement dit. Ce n'est pas complètement faux, d'ailleurs, effectivement, parce que depuis des années, le Front National se revendique en fait du peuple et est monté à travers le peuple qui, lui, se sent abandonné. Et c'est vrai que Emmanuel Macron est, quoi qu'on en dise, quand même un représentant de l'establishment. André Gattan. Oui, c'était une des parties intéressantes de l'interview. Ils ont choisi en fait l'adversaire. D'une certaine manière, Fillon, bon voilà, c'est presque, ils ont soldé d'une certaine manière Fillon et ils ont établi ce duel. Ils ont choisi en quelque sorte quel sera l'adversaire et sans doute que ce sera celui-là si l'on en croit les sondages. Patrick Roger, au fond, c'est des thématiques communes, là, le ni droite ni gauche aussi, en termes de stratégie politique. C'est intéressant, ça. Oui. Il l'a reconnu, Florian Philippot. Oui, c'est vrai qu'ils sont un peu, effectivement, sur le terrain. D'un côté, Marine Le Pen, qui s'est donc construit contre le système, et puis Emmanuel Macron, qui est un affranchi. Pour moi, c'est un affranchi, en fait, du système politique, en fait, actuel, puisqu'il est passé à côté des partis pour pouvoir se présenter. Quoi qu'il advienne, d'ailleurs, pour Emmanuel Macron, au mois de mai, il aura réussi quand même à Paris. Réussir à s'imposer. Pour créer quoi? Un parti politique nouveau? Revenir dans l'establishment? Non, mais pour créer en fait un mouvement, je pense que les partis politiques étaient quand même relativement sclérosés et ont eu beaucoup de difficultés à se renouveler en fait de l'intérieur ces dernières années. Il n'y avait plus d'idées qui émergeaient véritablement et on avait l'impression que... Vous le voyez dans le paysage politique pour longtemps, en fait, Emmanuel Macron, quoi qu'il advienne. Ça dépend. Il peut très bien, s'il ne s'imposait pas au mois de mai, il peut très bien disparaître, retourner dans le privé. Mais en tout cas, pour l'instant, il a envie de se lancer en fait dans ce combat. Il y a un effet aussi de génération. On se retrouve, si effectivement les deux finalistes sont ceux-là, ils sont plus jeunes. On a vu que d'autres candidats plus anciens, qui ont déjà blanchi sous la politique depuis un certain nombre d'années, ont été écartés. Il y a peut-être un effet de génération aussi qui va être très fort dans cette. Il reste 10 secondes. Vote. Il y a un trait commun quand même entre François Fillon et Marine Le Pen, le Front National. On l'a vu à travers les propos de Florian Philippot. Plus on est attaqué, plus les peuples se braquent et soutiennent aussi. Merci. Patrick Roger, directeur général de Sud Radio. André Crétenant, directeur de l'information de TV5 Monde. On passe au zapping. Le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde tous les trois ensemble et avec vous. François Fillon est notre candidat. Je crois que dans la difficulté, on ne peut pas nier qu'il y a une difficulté, il faut être fort, il faut être uni, il faut être solidaire. Même dans la bourrasque qu'il traverse, je pense que la droite doit rester soudée. Si certains décident de s'en détacher, ils s'en détachent. Enfin, le noyau dur est là. Le sujet est très simple. En 2017, si c'est pas François Fillon, ce sera la gauche. Et donc cette bataille-là, il faut la porter. Simplement, clairement. Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Qui vous assassine? Mais les Français ont envie de savoir qui sont ces assassins. Mais vous croyez pas que nous aussi on a envie de savoir? Est-ce que vous pensez pas qu'on a envie de savoir? Alors qu'est-ce qu'on fait? Bruno Le Maire s'est retiré le premier dans un communiqué publié après le discours de François Fillon. Il met en avant la nécessité du respect de la parole donnée. Nous allons droit dans le mur. J'ai utilisé le terme peut-être un peu fort de suicide collectif, mais aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens en tout cas de faire campagne sereinement. Le plus urgent, c'est que la direction du parti s'assoit autour d'une table et essaye de trouver une solution qui fasse consensus. Je l'appelle,
non seulement à renoncer, mais à transmettre cette mission de porter notre projet à un autre candidat. Les soutiens de François Fillon s'effondrent les uns après les autres. Dernier en date, ces deux directeurs adjoints de campagne, Vincent Leroux, proche d'Alain Juppé, et Sébastien Lecornu, proche de Bruno Le Maire. Autre soutien de Bruno Le Maire a claqué la porte, Franck Riester. Est-ce que vous respectez leurs décisions ou est-ce que pour vous ce sont des traîtres? Je respecte tout le monde. Des élus juppéistes appellent à parrainer la candidature d'Alain Juppé. Franck Riester a même tweeté le formulaire qu'il a envoyé au Conseil constitutionnel. Il faut absolument envoyer un signal à Alain Juppé qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui pour le pays demain. J'appelle mais vraiment tous les élus responsables dans ce pays, c'est-à-dire les maires, les conseillers départementaux, à adresser au Conseil constitutionnel leur parrainage pour Alain Juppé. Mes amis, vous avez devant vous un combattant. Les électeurs républicains n'ont pas à être pris en otage par ces affaires. Et je pense que si on continue comme ça, on va faire élire M. Macron, qui est un homme qui nous fera une politique catastrophique. J'ai avec moi tous ces Français qui disent qu'on nous laisse travailler, qu'on arrête de nous emmerder. Emmanuel Macron a dévoilé ce matin son programme présidentiel. Assouplissement des 35 heures, maintien de l'âge de la retraite, mais fin des régimes spéciaux, l'ISF seulement sur les biens immobiliers, dans l'enseignement, création de 4 à 5 000 postes, 10 000 postes supplémentaires pour les policiers et les gendarmes. Je cherche à présider, pas à gouverner chaque pan de l'action publique. Voilà, demain matin, je vous retrouve à 7h30 pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine et cette matinale habituelle le samedi matin sur Public Sénat. Et puis on se retrouve aussi lundi, bien sûr, pour un nouveau numéro de Territoire d'Info. Bon week-end à tous.